Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu et super heureux de vous emmener à la rencontre de Christophe de France. Christophe est un amoureux des sports de glisse et a créé de nombreux business autour de sa passion. Il est ainsi fondateur de Redwood Paddle et Powerfoil, une des principales marques de e-foil, le foil électrique. On en a déjà parlé lors des précédents épisodes avec Edgar Gros-Piron et Justine Dupont. Dans le monde du surf, du kite ou de la voile, le foil, c'est la révolution du moment. Christophe reviendra notamment sur ses origines et les développements récents. Il nous parle aussi surf en Méditerranée, jusqu'à 300 jours par an pour les plus morts de faim. Vous allez découvrir le mode de vie de Christophe, qui s'est toujours servi des éléments, de la bonne vague pour avancer. C'est parti pour le 6e épisode de Mordu, Christophe de France, lifestyle d'un rider entrepreneur. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui sur Mordu le fondateur de la marque Redwood Paddle et inventeur du e-foil, Christophe de France. Salut Christophe, bienvenue sur Mordu. Salut. Bon, la présentation n'est pas tout à fait bonne puisque évidemment je suis le patron de Redwood Paddle, d'une autre marque de foil, de la marque de foil électrique qui s'appelle Powerfoil. Mais je ne suis pas vraiment l'inventeur du foil électrique. Ah non, mais c'est la catastrophe parce que j'avais prévu de mettre une Marseillaise. J'avais prévu, je t'ai présenté comme l'inventeur du e-foil. Alors, est-ce que tu peux me dire un peu d'où ça vient le e-foil ? Personne ne peut vraiment se dire que c'est l'inventeur. Il y a eu déjà en 2008 des jeunes qui ont travaillé sur le projet dans une fac au nord de l'Europe. Ils ont monté tout un dossier là-dessus. Le foil en lui-même, ça a plus de 100 ans. C'était en bois, donc ça n'a pas volé des masses, ça n'a pas volé longtemps, puisque le principe du foil, c'est une aile marine, c'est la même chose qu'un avion dans l'eau. Sauf que la résistance de l'eau, évidemment, n'est pas la même que dans l'air. Donc le foil est né comme ça. Le foil, on le voit sous toutes ses formes depuis quelques années, en kite, en windsurf, en bateau évidemment, et le moteur électrique, lui, pour sa part, il est apparu partout aussi, sur les voitures, sur les vélos. Donc naturellement, je pense que partout dans le monde, plein de gens, au même moment, se sont dit, tiens, ça pourrait être rigolo de mettre un moteur électrique sur un foil. Alors nous, on n'avait pas forcément vu de gens qui l'avaient fait quand on a commencé à travailler sur le projet il y a 3 ans avec mon équipe. Et en fait, nous, l'idée est toute bête. On était au Salon Nautique du Léman il y a 3 ans et quelqu'un nous a dit « Mais qu'est-ce que vous faites avec votre foil ?» Parce qu'on avait des foils pour mettre sous des surfs ou des paddles. « Qu'est-ce que vous faites avec ça ?» Et à côté de moi, il y avait une marque de moteur de bateau électrique. Et en plaisantant, il me dit « Tu ferais mieux de me mettre un moteur là-dessus. » Voilà, c'est parti comme ça et j'ai réfléchi et je me suis dit « Mais c'est pas si bête. » L'histoire a commencé comme ça en tout cas, ouais. Alors tu peux nous décrire un peu le produit pour ceux qui n'ont jamais vu, comment ça fonctionne ? Alors on est sur une planche qui ressemble à un surf en termes de longueur, plus un paddle en termes de volume. Le volume, c'est ce qui donne la flottaison, donc c'est un gros surf, large et épais. Et dessous, on a un mât, donc c'est un aileron très très profond, qui va faire 80-90 cm de profondeur. Et en bas, on a une aile nautique, donc une aile porteuse, c'est comme l'aile avant d'un avion, les ailes avant d'un avion. Et à l'arrière, il y a le stabilisateur, donc comme un avion, les petites ailes qu'il y a à l'arrière. Et en fait, le profil des ailes, le profil en coupe des ailes, c'est la même chose que dans l'air, c'est-à-dire qu'il y a une dépression qui se forme entre le profil haut et le profil bas de l'aile, et ça crée une dépression et ça permet de monter. Donc en fait, on le fait avec un kitesurf ou avec une voile de windsurf ou avec une vague, tout simplement en surf. Il faut toujours quand même une énergie. Et là, l'avantage de mettre un moteur électrique, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre le vent, les vagues ou quoi que ce soit. Ça te donne une liberté totale quand il n'y a rien à faire. Moi, comme tu l'as dit, je viens du monde du paddle, mais du kite, du windsurf, de tous ces milieux-là. C'est vraiment une passion. Et c'est vrai qu'il y a des fois, tu n'as rien à faire, entre guillemets. Il y a toujours quelque chose à faire, mais tu ne peux pas te mettre à l'eau parce qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vagues. Donc là, c'est vrai que quand on a créé le foil électrique, c'était avant tout pour s'amuser, pour nous. Et voilà, mais comme tout ce qu'on fait de toute façon. Et du coup, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, en fait, il y a une petite hélice qui se trouve juste au-dessus de l'aile. C'est ça. Et l'alimentation électrique, elle se trouve dans la planche. Dans la planche, ouais. Ouais, tu as les câbles électriques qui passent au travers du mât, de cet aileron, du mât. Et en haut, dans la planche, nous c'est dans la tête de mât, se trouve toute la partie électronique, gestion moteur et la batterie aussi qui est dans la planche. En bas, en fait, on redescend les câbles électriques pour alimenter le moteur qui est dans l'eau et l'hélice qui est au cul du moteur, quoi.
Après, en plus, il y a beaucoup d'autres choses, parce que là, c'est vrai que ça paraît simple quand on voit la machine comme ça, mais il y a un système de refroidissement, parce qu'on a un ampérage, une intensité qui est très importante. Hein. Les batteries dans l'eau, cette petite hélice, pour lever le poids total, il a besoin d'être vraiment puissante. Donc on monte très très haut en température, donc on a besoin de refroidir tout cet ensemble électronique. Ce qui paraît fou, parce qu'on est dans l'eau, et on refroidit, là pour le coup, avec de l'eau. Donc nous, on a fait le choix d'être en circuit fermé, comme une voiture, hein, avec un radiateur. Le radiateur, c'est le mât qui est en aluminium. Et en fait, l'eau circule dans tout le mât pour refroidir l'électronique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est quoi le concept? Donc tu peux rider quand il n'y a pas de vent, cool. Moi, ce qui me plaît par exemple dans le stand-up paddle, c'est plutôt les vagues que la race. Donc tu vois, j'aime plutôt l'adrénaline, j'aime la descente de rivière en paddle et j'aime le surf en paddle. Et en foil électrique, c'est vrai que rapidement, la balade, je me suis dit où on va. Moi, la révélation, ça a été il y a quelques mois avec la première utilisation dans les vagues. Alors ça remplacera jamais un surf dans des belles vagues sur la côte atlantique. Mais en tout cas, pour la houle au large, on voit en ce moment beaucoup de vidéos de gens comme Kay Lenny qui arrivent à surfer de la houle pendant des heures. Ça, tout le monde a envie de le faire, mais il y a peu de gens qui sont capables de le faire. D'une, par la lecture de vagues qu'on n'a pas forcément tous comme Kay Lenny, par la forme physique qu'on n'a pas forcément tous comme lui aussi. Donc c'est vrai que le foil électrique peut permettre ça. Faut aussi le bateau qui te suit ou la bagnole qui te ramène au bout de 20 bornes. Le bateau, ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça demande une logistique complètement folle. Avec un foil électrique, tu vas tout seul au large. Enfin, faut faire attention, c'est mieux d'y aller quand même à 2 ou 3. Mais tu peux aller au large chercher des vagues ou de la houle ou au bord dans les 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres sans aller trop loin. Et aller chercher la houle et s'amuser dans la houle. Donc tu vas te servir de ton moteur pour aller au large, revenir avec la houle, repartir, revenir. Et là, tu vas t'amuser pendant des heures. Donc là, on commence à mettre des footstraps sur la planche pour même commencer à imaginer à sauter face aux vagues. Ouais, je pense qu'on est qu'au début du sport. Est-ce que tu peux nous raconter cette première session dans les vagues avec ton e-foil? Ouais, bien sûr. Alors avant de raconter ça, c'est vrai qu'il faut que je raconte comment on l'a mis au point. On l'a mis au point dans le fond du port de Canet. C'est une petite station balnéaire qui est à côté de Perpignan. Ils sont vraiment cool parce qu'ils nous ont vraiment donné l'autorisation de voler dans le fond du port, de mettre au point notre machine. Donc là, c'était relativement simple parce qu'il n'y avait jamais de vagues. Chez nous, il y a beaucoup de vent à Perpignan et là, dans le port, il n'y a pas de vagues du tout. Donc ça, c'était vraiment chouette pour mettre au point la machine. Mais très rapidement, j'ai commencé à me rendre compte que dès qu'il y avait... comme je fais du foil un peu dans les vagues, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer un peu dans les vagues? Donc j'ai rapidement essayé derrière un bateau. Je suivais le bateau qui faisait une vague. J'allais m'amuser sur la vague du bateau. Et puis un petit peu dans la houle au large. Et après la session dans les vagues, un jour, on est parti pour faire des vidéos avec un caméraman. Et ce jour-là, en fait, il y avait des vagues. Et on ne pensait pas qu'il y avait des vagues. C'était des restes de la veille. On avait surfé un peu la veille. Et vraiment, il y avait une petite houlette d'1 mètre, 1,20 m. Et on a commencé à s'amuser là-dedans. Et là... c'est la première fois en fait que j'arrivais à couper la totalité du moteur. D'habitude, j'y gardais toujours un petit peu de gaz minimum. Et là, on arrivait à surfer sans accélérer du tout. Je coupais complètement la puissance du moteur. Donc suite à cette session, je suis monté dans le camion et j'ai appelé Stéphane, avec qui je travaille sur ce projet, qui lui vit sur Paris. Je lui ai dit, bon Steph, il faut absolument, on en parlait depuis déjà pas mal de temps, mais... Je dis bon, c'est réglé, là il faut absolument que tu me fasses une hélice rétractable. Avec l'hélice classique, tu as un effet de traîne. Ouais, un petit peu. Et là, avec l'hélice rétractable, tu retrouves... c'est du subfoil, quoi. C'est du subfoil, tu as un petit peu plus de poids. Tu as quand même le poids du moteur et de la batterie en plus, mais tu le sens pas en fait. C'est avec la puissance que tu as derrière, s'il faut remettre un tout petit peu de gaz, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Et très facile d'accès en fait, c'est ça qui est vraiment chouette, c'est qu'avant de pouvoir surfer dans les vagues avec un subfoil ou un surfoil, il faut déjà être très bon sur un de ces supports-là. Et là, avec le foil électrique, dans les vagues, je pense qu'il faudra, pour les gens qui n'ont jamais fait de sport nautique, en faire déjà quelques heures sur le plat, mais ce sera quand même relativement accessible. Ouais. En termes de législation, comment ça se passe? Il faut le permis bateau, c'est autorisé partout? Ça reste une utilisation en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'évidemment, tu ne vas pas au milieu des baigneurs. Se protéger soi, même si je ne suis pas le bon exemple sur toutes les vidéos, je ne mets jamais de casque et jamais de gilet, mais se protéger avec un casque et un gilet. Et puis après, la législation, on travaille dessus. C'est-à-dire que moi, je suis à la FIN, c'est la Fédération des industriels du nautisme.
On en parlait encore cette semaine avec la FFV aussi, puisqu'ils ont beaucoup de foils, en planche à voile, en bateau. Donc le foil aujourd'hui, ça reste quand même assez flou. Il n'y a pas une législation propre au foil. On a vu des villes comme Anglet qui ont interdit complètement en plein été la pratique du foil. Donc ça, c'est vrai qu'avant d'arriver à ça, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Moi, je suis pour légiférer à partir du moment où ils mettent les acteurs, les professionnels dans la discussion. Aujourd'hui, tu sais, quand on a commencé le stand-up paddle, on n'était pas bien vu par les surfeurs, enfin dans les vagues en tout cas. Mais moi qui en ai fait, il y a vraiment au tout début, je me mettais à l'écart naturellement. Enfin, j'allais pas me mettre avec mes copains au pic, puisque c'est quand même dangereux. Tu as quand même une planche qui est plus longue, un leash qui est plus long, donc autour de toi, tu as obligatoirement un rayon d'action qui est plus important qu'une petite planche de surf avec un petit leash. Et puis il y a plus d'inertie, c'est des planches qui font pas loin de 10 kg pour la plupart. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Donc on se mettait un peu loin des copains surfeurs. Donc là, c'est la même chose, c'est vraiment se mettre dans un endroit où on risque de blesser personne. Et puis le jour où il y en aura beaucoup, il faudra une vraie loi. Ouais. Mais je trouve qu'au final, aujourd'hui, il n'y a pas encore eu trop d'accidents. Parce que tu vois le truc, le subfoil, tu te dis, tu peux te faire découper, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant d'accidents que ça, c'est surprenant. Ça, c'est la vision qu'on en a, de se faire découper. Après, c'est vrai qu'on voit cette grande lame en dessous, sous l'eau, mais non, l'accident, c'est pareil, en surfoil, c'est pareil. Aujourd'hui, il faut avoir des spots un peu pour ça. En plus, l'intérêt du foil, c'est de pouvoir surfer des vagues qui ne sont pas forcément les meilleures. Autant laisser des très très jolies vagues aux surfeurs sur le surf traditionnel, et nous, avec nos foils, aller sur des vagues qui sont de moins bonne classe, pour s'amuser et embêter personne et prendre le jouet de personne. Je trouve que tu as un discours un peu différent de ce que j'entends en général. Toi, tu commences en disant, tu le disais tout à l'heure, le foil, en fait, ça a 100 ans. On entend souvent autour de nous, le foil, c'est le truc tout nouveau. On n'est qu'au début et on n'imagine même pas où ça va aller. Ouais. Est-ce que néanmoins, toi, tu as une idée de où ça va aller, dans 10 ans, on va être ? Où ça va aller, écoute, moi quand je me pose vraiment et que je réfléchis, je me dis, avant l'invention de la roue, les mecs tuaient un ours, ils le traînaient sur 3 km, ils étaient 22 et ils arrivaient au bout de 3 km, ils étaient morts de fatigue. À partir du moment où on a inventé la roue, la seule chose que ça a changé, c'est moins d'énergie pour aller plus loin. Donc en fait, ils ont mis l'ours sur une plateforme, ils ont mis 2 roues en dessous et ils ont réussi à le traîner sur 25 km à 3 personnes. Aujourd'hui, la comparaison, elle est complètement valable avec le foil. C'est-à-dire qu'un bateau classique, une planche à voile classique, un kite classique, ça se traîne sur l'eau, ça frotte sur l'eau. L'intérêt du foil, c'est d'éliminer les frottements, comme la roue. Donc on n'en est qu'au départ, on n'en est qu'au début. C'est même presque hallucinant de se dire qu'on a réussi à voler en l'air, avec des avions, avant de voler sur l'eau. Bon, a priori, c'est un problème de matériaux, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait des matériaux très résistants. Le foil qui a été fait sur le lac Léman, il était en bois, donc il n'a pas fonctionné longtemps. Aujourd'hui, les foils sont en alu, en carbone, en plastique même, on arrive aujourd'hui. Donc c'est la résistance des matériaux. Alors je voulais aussi évoquer une nouvelle pratique, le wing avec toi. Je vois les mecs qui surfent à One Isle en ce moment dans des conditions incroyables, mais est-ce que c'est si facile d'accès que ça ? Alors tu vas encore dire que je dis l'inverse de ce que tout le monde dit. Non, c'est pas facile du tout, c'est pas facile. C'est vrai que c'est toujours un peu le problème quand on voit des belles vidéos d'action, de sport comme ça. Ce sont des sports très esthétiques, donc évidemment on va pas filmer quelqu'un qui débute. C'est pas ultra difficile, mais c'est pas ultra facile. Faut pas croire que tu montes dessus si t'as jamais fait de sport nautique et que c'est parti. Bon, tous les gens qui accèdent à ce sport aujourd'hui sont des gens qui viennent du windsurf ou du kitesurf, donc là ça aide beaucoup. C'est un mélange des deux, ça. Moi, j'ai quand même plus la sensation que ça ressemble au kite, sans la longueur de ligne. Mais après, il faut le foil en dessous. C'est-à-dire que pourquoi on arrive à tenir cette petite aile de wing foil ? C'est parce qu'il n'y a pas de frottement, une fois de plus. Sinon, si tu le fais avec une planche à voile ou un paddle, ça te tire tellement dans les bras que tu n'avances pas. Donc, c'est vraiment le foil va avec le wing foil. Donc, des gens qui viennent du kite, ils vont y arriver rapidement. Si en plus, ils faisaient du foil, bon, pour eux, c'est le plus facile. Quand ce sont des gens qui ont fait un peu de sport nautique, comme 90% des gens, mais qui faisaient de la planche à voile il y a 20 ans, du kite un petit peu, mais qui pratiquent 20 fois dans l'année, il faut se mettre déjà sur les différents supports. C'est-à-dire que c'est bien de commencer derrière un bateau, te faire tirer avec ta planche et ton foil, et puis à la limite prendre quand même ton aile et monter sur ton paddle pour sentir un petit peu le vent, et après mixer les deux. Si tu apprends à faire du foil avec ta wing au-dessus de la tête,
Alors tu vas y arriver, hein, mais ça va être quand même beaucoup plus long. On a eu Edgar Gros-Piron ici qui a fait ça, qui a commencé direct foil plus, plus swing. Et son retour, ça a été c'est de la merde ce truc, Bon, c'est trop dur. C'est vrai? Non, il a dit la marche était haute. Donc lui, il fait plein de trucs. Donc il est arrivé au truc de se dire, je vais commencer avec mon foil derrière mon bateau. Et dès que je commence à sortir, je remettrai la wing parce que la marche est haute effectivement au départ. Bon voilà, c'est top parce qu'en plus bon c'est Edgar Gros-Piron quand même, c'est pas n'importe qui malgré tout, donc c'est quelqu'un qui a quand même des cellules qui sont propices à se mettre la tête à l'envers, donc t'imagines, c'est quelqu'un qui a un équilibre de fou, c'est top s'il t'a dit, si je confirme ce qu'il t'a expliqué, c'est très bien. Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est un bon moment d'investir? Est-ce que ça va pas énormément évoluer ça aussi? Nous, en 8-10 mois, on est déjà sur la V3. C'est-à-dire qu'on a mis la pointe des pieds sur le produit avec une première version, puis une deuxième version, et puis là, on a la troisième version. Donc en moins d'un an, on a changé 3 fois de version pour coller le plus au marché, coller le plus aux riders, puisqu'on a de plus en plus de retours de gens qui l'utilisent. Et aujourd'hui, le but, c'est d'avoir une voile très légère. Et parce que le but, c'est vraiment d'oublier ton aile et de pratiquer le foil, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas en soi, l'idée, c'est pas d'avoir, comme en kite, toujours de la tension dans l'aile. L'idée, c'est de se servir de cette aile pour partir et d'aller surfer un peu la houle aussi. Parce que sur les premières vidéos, je me souviens notamment de Robinet, Chupi Cabrina, qui expliquait à tout le monde que l'aile pesait absolument rien et que c'est pour ça que d'ailleurs que tu n'avais pas besoin de harnais ni rien. Moi, j'ai vu quelques vidéos qui traînent un peu avec des mecs qui commencent à essayer de mettre des harnais sur les ailes. Sur les ailes, ouais. Est-ce que bientôt, effectivement, on va mettre un harnais comme on fait en kite ou en windsurf? C'est difficile de répondre à ça. Pour ma part, non. Moi, j'aime le côté liberté de la wingfoil sans le harnais. Après, évidemment, si tu sors dans 35 nœuds de vent et que tu veux aller vite, tu vois, la pratique du kite, il y a des gens qui font de la race avec des ailes à caisson, des foils d'1 mètre et des planches qui pèsent rien du tout. Et puis à côté de ça, il y a des gens qui naviguent en strapless dans les vagues. Donc le wingfoil, il n'y a aucune raison qu'il ne parte pas aussi dans ce sens-là. Comme on disait aussi pour le foil électrique, celui qui va s'amuser dans les vagues, celui qui va faire des courses. Le matériel est différent, donc il n'y a aucune raison que le wingfoil ne rentre pas là-dedans. Enfin, chacun choisira ce qu'il aime. Les gens qui aiment aller vite, ils seront sûrement avec des harnais, des grosses ailes surtoilées, des straps sur la planche, et ils iront très très vite. Et puis celui qui aime plutôt le freeriding, il sera plutôt avec une aile très légère, sans harnais, en short de bain et en t-shirt, et sans strap, ou avec des straps pour sauter peut-être. On adaptera sa pratique à ce qu'on aime, à ses passions, quoi. Alors je vais faire un petit back to the future. Est-ce que toi tu peux nous parler de tes débuts en tant que rider, ton premier souvenir de session? Ça c'est une bonne question, je pense assez incapable d'y répondre parce que j'ai la chance d'avoir un papa qui était passionné de sport un peu, on va dire underground à l'époque. Donc moi gamin, il m'emmenait faire de la planche à voile dans les années en 77, il s'est acheté sa première planche à voile, donc moi j'avais 7 ans, je suis de 70. Ils m'ont acheté une voile tempête, je devais avoir 8-10 ans, tu vois, 1 an ou 2 ans après, donc une plus petite voile. On faisait du ski, en 85 je faisais du snowboard, avant je faisais du monoski, donc j'avais 15 ans. Ma vie entière c'est un souvenir de session. Donc je suis incapable de te dire, je peux te parler de sessions magiques où j'ai encore les poils qui s'hérissent quand je repense à ces sessions-là, ou des sessions qui m'ont marqué parce que je me suis fait peur dans des grosses vagues, ou du vent très très fort, mais globalement j'ai même pas eu une session. En plus, ma vie est tellement mélangée à ces sports et à ces pratiques. En fait, en gros, pourquoi je travaille là-dedans, c'est parce que j'ai toujours rêvé d'être un pro dans ces sports. Et j'avais pas le niveau. Enfin, j'ai jamais eu le niveau ni en windsurf, ni en snowboard. Donc, il fallait que je travaille dedans. Donc, en fait, j'ai toujours fabriqué mes propres snowboards, mes propres planches à voile, et puis mes propres stand-up paddle, et puis mon propre e-foil, et mes propres foils. Et puis voilà, comme ça plaît, j'en monte des business et a priori ça fonctionne avec la façon de vendre qu'on a nous. C'est tellement un ensemble que j'ai même pas une journée. Chaque jour c'est une belle journée.
Chaque jour, c'est une belle session. T'as identifié ce qui te fait kiffer dans tous ces sports? Pourquoi tu fais ça? Non. Non, bon, les gens autour de moi qui me connaissent très bien ont tendance toujours à dire que de toute façon, ma vie, je la fais avancer exactement de la même façon que tout le reste et surtout que ma pratique sportive. C'est-à-dire que j'attends toujours une vague pour avancer. Je prends quelque chose et j'avance avec et je me sers des éléments qui sont autour de moi pour avancer avec. C'est-à-dire que je ne vais pas à contre-courant des choses. Je me sers toujours d'éléments qui vont pousser, comme une vague qui va te pousser, comme le vent qui va pousser, comme la pente dans la neige qui va te permettre d'avancer. Donc ma vie fonctionne comme ça. Donc mes proches, ma femme, mes enfants savent que je fonctionne comme ça. Ils savent aussi qu'il faut que j'aille à l'eau ou à la neige plusieurs fois par semaine, parce que si j'ai pas été dans l'eau pendant 10 jours, c'est ma femme la première qui fait bon. Prends ton foil. Maintenant, c'est plus facile parce qu'il n'y a plus besoin d'attendre ni le vent ni les vagues. Mais prends un jouet et va t'amuser parce qu'il va te détendre un peu. Fais-nous rêver. Alors, tu rides, tu fais combien de sessions par an? Waouh, pas assez. Pas assez, mais on va dire en moyenne, allez, je vais être gentil 2 fois par semaine. Ouais. Allez, si ma femme m'entend, elle va dire mais que je rigole. Allez, 3 fois par semaine, tous les week-ends, et puis au moins 1 fois dans la semaine ou 2 fois dans la semaine. Mais après, ça va très vite. Entre midi et 2, avec le foil en plus, je vais mettre la machine à l'eau, je vais rider 1 heure et puis je sors. Donc évidemment, au printemps, quasiment tous les jours. Printemps-été, quasiment tous les jours. Donc c'est vrai que ça augmente un peu la moyenne. Et puis l'hiver, au moins 2 fois par semaine. Et la majorité de tes cesses, du coup, c'est sur quel support? Ça dépend en fait aussi beaucoup du support sur lequel je travaille. Donc c'est vrai qu'en ce moment c'est vraiment le foil et toujours le stand-up, parce que le stand-up, le stand-up paddle en surf en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Là on parle beaucoup du foil, mais le subsurf ça me plaît vraiment. Moi j'adore le subsurf en longboard. Et l'hiver, c'est plutôt toujours sur l'eau, mais moins souvent. L'eau est quand même plus fraîche. Et puis, j'en ai parlé beaucoup depuis tout à l'heure, le snowboard que j'affectionne particulièrement aussi, toujours. Et du côté de Perpignan, tout ça? Ouais, on a la chance d'avoir une région... Enfin, la chance, tu sais, je l'ai cherché aussi. Je ne suis pas originaire de Perpignan à la base. Je suis né pas très loin de Paris, mais je suis vite descendu. J'avais de la famille au bord de la Méditerranée. Donc, ça a été un choix de vivre à cet endroit-là. Pour ces 2 activités principales, la mer, à l'époque c'était pour le windsurf, et la montagne toujours avec le snowboard déjà même à l'époque. Donc là je peux te faire rêver un peu plus. Je fais plusieurs fois dans l'année, le matin jusqu'à 13-14 heures sur la neige, et puis quand la neige en avril commence à devenir un peu pourrie et que les copains m'appellent en me disant qu'il y a une session de surf, je vais me mettre à l'eau l'après-midi, ouais. Ouais, ça c'est le combo qu'on essaye tous de caser. Moi je l'ai pas encore fait. Toi tu l'as déjà fait plusieurs fois. Ouais. Ça m'a même valu des petits soucis d'oreille interne 2 fois. Donc faut faire attention. Le combo est pas si simple. Hein. C'est pas un mythe. Il y a vraiment de quoi faire en Méditerranée. Ouais. Il y a beaucoup de sessions. Alors c'est vrai que le stand-up paddle pour moi ça a été vraiment chouette parce que ça permet de surfer même dans les conditions qui sont pas forcément grosses. Mais il y a de plus en plus de gens aussi qui surfent des longboards et qui vont très souvent à l'eau. Je fais partie d'un club moi qui s'appelle l'ABSC, c'est l'association des bodyboarders et surfeurs catalans, parce qu'on est en Catalogne. Et les gens qui en font partie, je vais pas te dire de bêtises, mais ils font quasiment 300 sessions dans l'année. Alors évidemment, il faut bouger un peu. On va de l'Aude à l'Espagne, parce qu'on a la chance sur l'Espagne d'avoir des côtes rocheuses qui sont touchées par certaines houles. Mais après, les vagues sont pas extraordinaires, mais l'avantage, c'est que comme on est tellement mort de faim et qu'on surfe n'importe quoi, quand on arrive dans des endroits où les vagues sont belles, on n'est pas si mauvais en fait. On n'est pas si mauvais, on surfe pas trop mal. Tu le vois souvent, enfin moi, des copains qui surfent très très bien et qui, après, dans des belles conditions, excellent, parce qu'en fait, on se met tellement à l'eau dans des conditions pourries que quand il y a des belles conditions, on n'est pas mauvais. Ouais. C'est quoi la bonne configuration dans le coin pour aller surfer pour quelqu'un un peu intermédiaire? Tu conseilles quel spot, quelle intention de houle et de vent? Le moment idéal, c'est l'automne, l'hiver, là, comme il y a en ce moment. Les gros coups cévenols. Donc on a un gros coup de mer qui vient de la Méditerranée, qui rentre dans les terres. Donc là, c'est malheureusement tout ce qu'on voit avec les pluies, les inondations.
C'est vrai que je vais pas dire que nous on attend ça, loin de là, hein, parce que quand ça fait des dégâts, ça fait pas du tout rêver. Mais en tout cas, les dépressions qui arrivent de ce côté-là font de grosses vagues, avec des sessions qui sont presque indomptables, parce que les vagues sont énormes et viennent se fracasser sur la plage. Mais chez nous, tu sais, il y a la tramontane qui se lève toujours et qui dégage ces nuages, et elle vient toujours un lendemain, voire 2 jours après, et là c'est la session parfaite parce que le vent va caler les vagues, c'est du vent off, et ça pousse les nuages, il y a du soleil, et là on a ce qu'on appelle chez nous la renverse, c'est-à-dire qu'on passe du vent d'est au nord-ouest, et là ça creuse les vagues, et on a des fois des sessions, moi j'ai vu des gens, des Landais, ou des gens qui venaient du Pays Basque, ou même des Américains encore il n'y a pas si longtemps que ça, des Hawaïens qui étaient à Collioure, et qui étaient hallucinés de voir la qualité des vagues qu'on avait. C'est beaucoup moins souvent évidemment que sur la côte atlantique, mais des sessions magiques comme ça dans l'année, on en a facilement une dizaine, et on en a de plus en plus. Donc ça fait pas rêver non plus, mais tu vois bien qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, quoi. Est-ce que tu veux bien partager un nom de spot? Oui, oui. Bon, enfin, de toute façon, Pas un truc pourri, hein. Non, l'endroit où tout le monde surfe le plus chez nous, c'est là où il y a le club de surf, à Canet, puisque c'est vraiment à Canet-en-Roussillon, le long du port. Il y a une digue qui protège la vague et du vent, donc il y a un banc de sable qui s'est formé au large avec la digue. De toute façon, il y a une webcam, tu tapes webcam Canet, il y a une caméra qui s'appelle le Spot en live, et tu vois dès que les conditions dont je te parle là, tu vas voir des fois 50 personnes à l'eau. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de surfeurs maintenant. On n'est pas dans le secret spot là. Non, après, les secret spots aujourd'hui, pour en trouver, ça devient de plus en plus compliqué, puisque avec les webcams et les copains et les téléphones, aujourd'hui ça va très très vite. Donc après c'est plutôt sur la côte rocheuse, mais bon, on n'a pas de secret spot. En fait, on a des gros spots qui marchent quand il y a des très grosses vagues, mais tous les Catalans les connaissent, ces vagues-là. Mais bon, c'est sélectif par la taille des vagues, quoi. T'évoquais tout à l'heure des sessions épiques ou au contraire des grosses peurs. Est-ce que tu peux me raconter un peu ta session où tu as pris la plus grosse boîte ou la plus grosse galère que tu aies jamais eue? Je crois que c'est à la Nord, à Osgore, il y a quelques années, en stand-up paddle. On est arrivé, il y avait, je sais pas, 5-6 mètres avec 16 de compte de période, enfin juste un truc où tu vas pas à l'eau. Et on est parti, 3 copains, voilà, la fleur au fusil, c'est bon. On a très très bien passé la barre parce qu'on est passé sur un côté où ça passait bien, et on est remonté. J'ai perdu mes copains en montant, et je me suis retrouvé avec des gars qui avaient des guns et 2 jets au large avec mon paddle. Et bon, bah là, il n'est pas question de faire demi-tour. Donc c'est vrai que je vois un immeuble qui arrive devant moi. Heureusement que j'étais assez loin, donc j'ai réussi à la prendre relativement facilement. Et là, j'avais une petite planche, c'était une 8-3, avec quand même pas mal de volume de vent, donc la planche a pas mal tapé en descendant la vague. Et puis là, j'ai réussi à surfer cette vague, et puis au bord, quand elle a commencé à vraiment casser, je me suis fait un peu broyer et poser un peu au fond. Donc je me suis un peu fait peur, donc il y avait un mélange de fierté quand même d'avoir réussi à surfer cette vague, parce qu'après quand tu retournes au pic, les gens te regardent plus forcément de la même façon. Sauf que toi, tu t'es quand même vraiment fait peur, mais tu y retournes. Donc ce jour-là, j'ai dû prendre 5-6 vagues, mais voilà, ça a été vraiment une session magnifique. Et ouais, c'est des sessions comme ça, mais il y a toujours un mélange d'adrénaline, de peur, de l'adrénaline et de plaisir et de fierté, quoi. Donc ouais, c'est ça les bonnes sessions. Tu as des enfants, je crois? Ouais, j'en ai plein. T'en as combien? Ouais, j'en ai 5 en fait. Enfin, j'ai eu 3 enfants, 3 filles. De 24 à 2 ans, et puis je me suis remarié donc avec la petite qui a 2 ans, c'est évidemment avec ma nouvelle femme, et qui avait 2 garçons que j'ai élevés parce qu'ils étaient vraiment, enfin que j'élève à la moitié du temps, et qui ont aujourd'hui 10 et 12 ans, donc ouais, une grande famille, on a une belle famille. Tout le monde pratique, tout le monde... Bon, la petite de 2 ans, sa mère, je veux pas que je l'emmène sur le foil électrique, mais ça va pas tarder. Dans 6 mois, dans 1 an, je vais pouvoir la mettre. Et après, les garçons, mais moi, les grandes filles font du snowboard, du paddle, évidemment, du foil électrique aussi, un petit peu, ça y est. Donc, ouais, on a une famille de passionnés. Ouais. Qu'est-ce qu'ils préfèrent, les adolescents? C'est quoi le truc qui les font triper en ce moment? Bah, c'est le foil électrique, hein. C'est vraiment une sensation qu'on connaît pas. Enfin... Tu peux même pas l'expliquer, moi je suis incapable d'expliquer à quoi ça ressemble. Et puis je pense qu'il y a aussi la fierté de faire un truc
de rentrer à l'école, en tout cas pour les petits qui ont 10 et 12 ans, de rentrer à l'école, bon ils n'ont pas de téléphone, mais ils rêveraient ne serait-ce que de montrer ce qu'ils ont fait le week-end. Ouais, il y a cette fierté-là en plus qui est rigolote, parce que bon, ça fait pas de mal, mais c'est la sensation qui est complètement nouvelle. Donc moi j'emmène beaucoup de gens essayer le e-foil en ce moment. Et ça arrive de temps en temps que j'ai des enfants avec moi, j'en prends un ou deux, et ils meurent toujours d'envie de montrer aux gars qu'on va emmener comment ils en font. Tu vois, donc ils commencent, comme ça ils montrent que ça fonctionne, et après on fait débuter les gens. Ouais. Et ça, c'est un produit du coup que tu peux prêter à tes enfants, ils risquent pas de te le fracasser et te le ramener en deux sur la plage au bout d'un quart d'heure? Non, c'est super safe. Alors, on n'en fait pas dans les vagues, évidemment, quand c'est les enfants, on en met plutôt sur le plat. De toute façon, quand j'emmène des gens pour débuter, découvrir le sport, c'est plutôt sur le plat. Et on a beaucoup travaillé sur la sécurité de la machine. Donc on a un coupe-circuit, on a plein de choses qui font qu'on ne peut pas se faire mal. Ouais. Et puis après, si c'est le matériel, de toute façon, même si c'est jamais arrivé, c'est que du matériel. Donc avant tout, protéger les personnes, quoi. Alors, avant de parler des projets, tu m'as évoqué les projets que tu as sur l'année. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des trucs que toi, tu n'as jamais essayé et qui te donnent envie? Allez, ouais, de l'héliport en snowboard en Alaska, mais non, je plaisante, mais non, globalement, quand j'ai une envie, en tout cas dans les sports qu'on pratique, je me débrouille pour en faire. Je pense que j'ai fait ce métier, tout à l'heure j'expliquais par rapport à mon niveau, mais j'ai fait ce métier aussi pour accéder à tous ces sports-là d'une façon ultra facile. J'ai des copains qui sont très forts en snowboard, très forts en windsurf, très forts dans plein de sports, quoi, que ça, je sais pas, ça va de Nico Agassian en freestyle à Julien Taboulet en windsurf, enfin voilà, tous mes potes, ou des gens comme Jean-Marie Deveau en snowboard, ou Olivier Cluzel avec qui j'ai monté Stone Snowboard, qui était champion de France de Big Air. Donc ça, ce sont mes amis, c'est vraiment mon milieu, et si j'ai envie de pratiquer un truc dans ce milieu-là, c'est ultra facile. Et puis après, je sais pas, même le surf tracté ou le foil tracté, on a un jet ski. Alors j'aime pas le jet ski. Mon pote qui a acheté le jet ski n'aime pas le jet ski pour le jet ski non plus, mais on a acheté ça que pour faire ce jeu-là. Donc ouais, et puis aujourd'hui il nous a asservi, et il nous sert aussi pour le foil électrique, parce que quand on fait des essais au large, c'est quand même plus safe d'avoir un jet quand on est à 5 km du bord, chose que je ferais pas si j'avais pas le jet en foil électrique. Donc ouais, on a tous les jouets possibles, en tout cas on fait en sorte de les avoir quand on a envie de faire quelque chose. Tu parlais des projets que tu avais sur l'année, est-ce que tu peux nous en dire plus? Là on a signé au Salon Nautique avec Fred Bochen. Fred c'était monsieur Indoor de Bercy, toutes les grosses compétitions de planche à voile qui étaient faites à Bercy et partout dans le monde dans des stades indoor. Il remet ça cette année au stade Jean Bouin le 26 septembre, ça va être très axé foil. Enfin, il y aura du windsurf puisqu'il a un gros bassin, il y aura du surf parce qu'il a une machine qui fait des vagues, et puis foil parce que je pense, et lui aussi, que c'est quand même l'activité de demain. Donc il y aura sûrement une course de foil pumping, donc foil classique, où là il faut vraiment être en pleine forme. Du foil pumping, c'est tu pars du bord et tu pompes pour faire avancer le foil. Exactement, là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là il faut vraiment être en pleine forme puisqu'il n'y a pas de vague sur le plan d'eau, et là il faut vraiment pomper. Donc il y aura une course de foil pumping, il y aura une course de foil électrique, on va faire des machines pour le bassin qui sont des machines avec un foil un peu plus court pour ne pas toucher le fond. Et un espèce de slalom, on fera une démo aussi, et puis il y aura du wing foil aussi, parce que là pour le coup les ventilos, t'imagines bien que pour du kitesurf il faudrait mettre des ventilos au plafond, mais là pour le wing foil l'avantage c'est un peu comme le windsurf. Donc ouais, un bel événement. Donc ça, je suis vraiment content qu'il nous ait contacté pour ce projet-là. Et puis la mise en place de centres tests partout en France, voire en Europe, puisqu'on vend déjà partout en Europe. Des endroits à aller visiter, des endroits à mettre en place de la location de foil électrique, de wing foil peut-être aussi, tant qu'à faire, puisque c'est des ailes similaires avec lesquelles on vole. Donc ouais, plein de projets pour l'année qui arrive. Est-ce qu'il va y avoir du coup des grosses races de e-foil quelque part sur le littoral, sur la Seine, comme la Supnautique? Pourquoi pas un jour? C'est l'avantage de ne pas faire de bruit, de ne pas abîmer les berges comme un bateau qui fait une vague. Donc pour l'instant, après moi c'est pas forcément mon métier non plus, tu vois, je préfère toujours être en retrait là-dessus et puis être présent quand des gens dont c'est le travail, s'ils ont besoin de moi, être présent.
Donc là, Fred Bochen, c'est le cas. Si demain Didier Lafitte, qui organise le nautique, me demande de faire quelque chose avec eux, je répondrai évidemment présent aussi. Donc tu dis que tu rides pas mal du côté de chez toi à Perpignan, mais est-ce que tu voyages le reste de l'année pour rider? Alors oui, on essaye d'aller très souvent sur la côte basque ou la côte landaise, où on a plein de copains, on est toujours bien reçus, puis on est quasiment sûr d'avoir quand même toujours des belles vagues. Et puis c'est des endroits que j'aime beaucoup. Je pense que même s'il pleuvait pas autant, j'habiterais dans ce coin-là, mais j'aime beaucoup le soleil, donc je reste sur Perpignan. Après, on va de temps en temps au Maroc, puisqu'on a un centre Redwood Paddle sur Agadir, donc c'est vrai que c'est un endroit auquel on va souvent aussi. Les Canaries, on est en train de mettre en place quelque chose aussi, donc ça c'est une belle destination pour aller surfer. Et puis une destination dans les îles l'hiver, malgré c'est vrai que la vilaine trace carbone qu'on peut laisser. On essaye de se faire au moins une fois un joli voyage dans l'année. Donc là ça fait quelques années avec la petite qui est née, avec ma petite fille qui a 2 ans et demi aujourd'hui. C'est vrai que ça fait 2-3 ans qu'on essaye d'aller dans des endroits, on va en Martinique tout simplement parce que c'est plutôt moi qui ai peur de partir à Bali ou dans des endroits comme ça avec un bébé. En vieillissant, je pense que je suis plus prudent. C'est notre destination un peu hivernale depuis 3-4 ans. Ouais. Donc si toi, il y avait une destination que tu conseillerais pour aller rider, ce serait la Martinique aujourd'hui? En famille, c'est super. Si on est un peu plus route, il y a tellement d'autres destinations à aller qui sont beaucoup moins chères et avec de très très belles vagues. Mais sur une destination familiale, avec des enfants, dans un côté un peu safe, location de voiture, rouler le soir. C'est vrai qu'on sait tous que dans certains endroits, ça craint de prendre la bagnole. Voilà, la Martinique, c'est vrai qu'il n'y a pas de souci. Il y a les hôpitaux, il y a des médecins. Bon, après, moi, en plus, on a de la famille. Enfin, la marraine de ma fille qui est martiniquaise, donc ça aide beaucoup. Mais après, la Martinique, c'est super pour tous les sports nautiques. Ouais. C'est sûr qu'en plein hiver, les Antilles, les Caraïbes, d'une manière générale, tu as les côtes orientées Pacifique, n'importe quoi. Tu as les côtes orientées Atlantique avec de jolies vagues, les côtés Caraïbes avec des eaux transparentes. Il y a du vent, l'après-midi le vent se lève si tu veux faire du kite ou du windsurf. Moi en Martinique on surfe à Tartane, on a toujours des conditions hallucinantes, enfin, il y a toujours des vagues. Quand tu vois à Tartane 1 mètre sur les prévisions avec 10-12 secondes de période, tu arrives, il y a 2,50 m au pic. Donc ouais, c'est pas les mêmes conditions que chez nous. Mais bon voilà, un t-shirt, un short de bain, une planche et c'est parti, quoi. On arrive à la fin de ce podcast, Christophe. Un grand merci pour ton temps. Pour terminer Mordu, j'aime bien demander à mon invité qui il aimerait bien entendre lors d'un prochain épisode. Évidemment, ça reste dans mon milieu, mais moi, il y a des gens qui m'ont fait rêver gamin. Quelqu'un comme Régis Roland, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que c'est un des premiers riders en snowboard. En tout cas, il a presque montré comment utiliser un snowboard en France à l'inventeur du snowboard qui est Milovic. Donc voilà, pour moi, c'est le pionnier du snowboard. Et puis, j'espère avoir un peu le même parcours que lui, puisqu'il a monté ses propres marques. Alors j'espère qu'elles se finiront mieux, parce que c'est pas forcément le meilleur exemple en termes de business. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a été jusqu'au bout de sa passion dans la pratique, et puis après dans le business, qui a monté ça et ses marques de snowboard. Et après, bon, c'est plutôt des Américains, mais dans les Français, c'est vraiment une des personnes que j'aime beaucoup. Ouais. Ah, ça m'intéresse néanmoins les Américains, je peux pas les inviter parce qu'on fait un truc francophone, mais c'est quoi une inspiration pour toi? Il y en a plein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un gars comme Kyle Henny, évidemment, c'est aujourd'hui quelqu'un qui fait beaucoup pour nos sports. Le personnage très discret, passionné. Enfin, moi, ce qui m'a marqué chez ce jeune en 2008 ou 2009, la première compétition Coupe du Monde qu'il y a eu de stand-up, le Stand-up World Tour qu'il y a eu à Anglet. En fait, pendant une semaine, on a eu 2 jours de vent très fort. Bah là, il n'y avait personne, tu vois, aucun rider qui allait à l'eau, les vagues n'étaient pas belles. Ils n'avaient pas mis de lancer les compétitions parce que vraiment les vagues étaient pas belles. Et lui, il est arrivé, il a gonflé son aile de kite et il est parti faire du kite. Il n'y avait pas de compète, il n'y avait rien du tout. C'est juste, j'ai envie d'aller à l'eau, je vais à l'eau avec le bon support ce jour-là. Et là, tu te dis, waouh, voilà, il fait pas ça pour le business, il fait pas ça pour la reconnaissance. Il y avait personne, il pleuvait, il y avait du vent, il y avait que nous, quoi. Donc voilà, puis il est sorti de l'eau. Bon, à l'époque, il était très jeune, il était même pas majeur, c'est son papa qui le conduisait en voiture. Donc il n'est pas venu boire une bière avec nous, on a discuté après en dehors de l'eau avec lui, avec son papa.
Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment quelqu'un qui fait ça par passion, pas pour l'argent, pas pour le... Voilà, c'est vrai qu'avant tout, ce que j'aime, c'est les gens passionnés. Mais il y en a plein, donc t'imagines tous les gens que je pourrais te donner. Cool, bah c'est ce que moi j'essaie de faire sur ce podcast Mordu. Donc, Ouais, j'ai bien l'impression. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. merci Christophe. Merci à toi. Salut, À bientôt. ciao. Ciao, ciao. J'espère que vous avez autant apprécié que moi cette rencontre avec Christophe. J'ai appris plein de choses et ça m'a aussi donné très envie de redécouvrir les Pyrénées-Orientales pour aller rider. Dans le prochain épisode de Mordu, nous partons à la rencontre de Stéphane Toureau, vice-champion du monde d'apnée. Kevin Rolland m'avait présenté à Stéphane. Vous allez découvrir un champion hors norme et une discipline incroyable, l'apnée. Merci à tous pour vos messages et encouragements, ça nous fait super plaisir. Continuez et mettez 5 étoiles à Mordu sur Apple Podcast. C'est ça qui nous permet d'avancer. À très vite sur Mordu.